Mes chers amis, chère Marine Le Pen, monsieur le maire de Perpignan, mon cher Louis, mes chers amis, merci d'être là. Merci d'avoir répondu présent à l'appel du 1er mai et de célébrer avec nous le travail, la nation et bien sûr notre héroïne nationale, Jeanne d'Arc. Quelle fierté de vous voir ici, mes amis, à Perpignan. Quelle fierté de voir ici le peuple de France rassemblé, de voir votre ferveur et par-dessus tout de constater que vous n'avez rien perdu de votre enthousiasme. Vous êtes, mes amis, vous êtes la France. Vous êtes la France debout. Vous êtes la France qui ne se résigne pas. Et par-dessus tout, vous êtes la France qui ne renonce pas. Je crois bien, si j'en crois l'attitude de nos adversaires, qu'un vent nous porte. Et aujourd'hui, par votre présence, par votre nombre, ici à Perpignan, vous dites en fait à l'Europe entière que nous n'avons pas encore fini d'être français. Depuis le début de cette campagne, en septembre dernier, je ressens chez vous un immense espoir que je constate chaque jour sur le terrain. Une volonté de rester vivant, une envie de dire que rien ne peut contredire le destin de la France. C'est dans cette belle ville de Perpignan que nous célébrons aujourd'hui tous ensemble la traditionnelle fête du 1er mai. Perpignan est une ville de passion et de culture, une ville façonnée par l'histoire, de la royauté à la chrétienté, irriguée d'influences catalanes et pourtant si profondément françaises. Perpignan, mes amis, c'est aussi le destin des Pieds Noirs et des Harkis. Qui ont connu l'exil, puis l'abandon. Je m'honore que le Rassemblement national fasse vivre leur mémoire, et cela avec toute la considération, pardonnez-moi, qu'elle mérite. Cher Louis Alliot, monsieur le maire. Où est passé Louis? Perpignan est devenu, grâce à toi, l'un des emblèmes d'une gestion municipale RN. Une gestion de bon sens, soucieuse de l'intérêt général, ouverte aux femmes et aux hommes de bonne volonté. La gestion municipale RN, c'est une gestion saine de l'argent public, parce que l'argent public est votre bien à tous. Il est le fruit du travail de chaque Française et de chaque Français, et personne n'a le droit de le dilapider. Grâce à toi, mon cher Louis Alliot, grâce au travail de toute ton équipe municipale, Perpignan, la rayonnante, relève la tête. Mon cher Louis, je te remercie de nous accueillir aujourd'hui ici à Perpignan et je te remercie également de nous faire l'honneur de m'accompagner dans ce combat électoral et d'avoir accepté de clôturer symboliquement cette liste de 81 candidats. Mes amis, si je suis venu aujourd'hui à Perpignan avec Marine en ce 1er mai, c'est encore et toujours pour parler de la France, pour parler de l'Europe, pour vous confier mes certitudes sur ce pourquoi nous nous battons. Mais avant de le faire, je me dois de vous confier une inquiétude. Dans ces élections européennes, jusqu'à la dernière minute, jusqu'à la dernière seconde, rien n'est acquis, rien n'est gagné. Rien n'est fait, mes amis. Rien n'est acquis. Rien n'est gagné tant que le peuple français n'aura pas rendu sa décision et désigné le vainqueur de ce scrutin. 40 jours, 39.
On avait débat avant dans la loge si c'était 40 jours ou 39, mais 39 jours nous séparent d'un choix qui engage le destin de la France et l'avenir des Français. 39 jours nous séparent d'un scrutin décisif pour l'avenir de vos enfants. Dans ces 40 jours de campagne qui nous restent, je vais avoir besoin de vous, mes amis, comme jamais auparavant. Je vais avoir besoin de votre énergie, de votre mobilisation et par-dessus tout, de votre patriotisme. Plus que jamais, mes amis, j'ai besoin, et nous avons besoin de votre participation sans laquelle rien n'est possible pour la France. C'est votre mobilisation qui peut ouvrir la voie de l'alternance et bien sûr préparer le redressement du pays. Dans cette campagne, nous avons certes des adversaires de plus en plus féroces qui ne se privent pas de nous attaquer sans cesse. C'est le jeu de la politique, nous en connaissons les règles et comme tout le monde, je les accepte. Mais dans cette campagne, mes amis, nous avons des ennemis plus redoutables encore, la dispersion et l'abstention. Alors je vous le dis solennellement, ne vous dispersez pas sur des listes patriotes qui ne peuvent pas gagner. Ne vous abstenez pas. S'abstenir, c'est voter Emmanuel Macron. Ne lui offrez pas ce cadeau. Jamais. Il ne le mérite pas et la France mérite mieux. Ce qui fait l'élection, mes amis, c'est le vote et c'est le peuple. Et puisque les souvenirs de victoire nous précèdent ici dans un département qui a fait élire 4 députés dans les 4 circonscriptions que je salue, je rappellerai à tous ce cri du cœur, si le peuple vote, le peuple gagne. Chaque Française et chaque Français détient entre ses mains le pouvoir de tout changer. Ce pouvoir, Marine l'a rappelé, c'est le bulletin de vote. Alors le 9 juin en France comme partout en Europe, utilisez-le. Utilisez votre bulletin de vote parce que l'enjeu est essentiel. Utilisez-le parce que c'est votre meilleur moyen d'expression en démocratie et le meilleur faire-valoir de votre avis, de vos idées et accessoirement de votre amour pour la patrie. Dans ces élections, vous aurez à choisir entre 2 visions de l'Europe et donc entre 2 destins pour la France. Il y a d'un côté l'Europe de Macron, celle de l'écologie punitive, de l'immigration imposée, de la bureaucratie, de la décroissance, de la concurrence déloyale et désormais du partage de notre arme nucléaire. De l'autre côté, mes amis, vous pouvez choisir l'Europe des nations, celle des réalités, celle des gens, celle du concret, celle des identités, celle des frontières, du juste échange, du patriotisme économique, de la priorité nationale, de la préférence européenne. Une Europe qui ne s'empare pas des éléments essentiels de notre souveraineté nationale, mais qui démultiplie la puissance des nations et protège les peuples qui les composent. Ce 9 juin, je le dis aux Français, c'est un référendum. Un référendum pour ou contre le délitement et l'effacement de la France. Le 9 juin, si vous le décidez, le mouvement national, le Rassemblement national que nous conduisons peut réaliser le score le plus important de son histoire et prouver à la France entière que rien n'est jamais perdu pour la France. Alors, parce que rien n'est facile,
Nos adversaires sont prêts à tout pour empêcher que le peuple de France ne s'exprime. Ils sont prêts à tout pour l'empêcher d'engager le cycle de l'alternance qui est pourtant sain en démocratie. La route qui nous mène au 9 juin est une route semée d'embûches. Et je tiens à vous alerter sur le fait que dans ces 40 jours qui nous restent, mes amis, dans ces 6 semaines de campagne où nous allons tout donner, rien ne va nous être épargné. Je les crois capables du pire et laissez-moi quelques instants vous parler de ce qui se trame en coulisses. Épisode 1, j'en ai 3. Épisode 1, 2 points, ouvrez les guillemets, après complément d'enquête, revoilà complément d'enquête. Attendez, tenez-vous bien. Quelques semaines après une charge virulente de l'audiovisuel public, voici qu'ils reviennent. Il y a quelques jours, depuis le Parlement européen, j'ai été contacté par la rédaction de complément d'enquête qui tenait à m'annoncer personnellement leur intention de réaliser dès maintenant un nouveau numéro sur le Rassemblement national. Attendez. Et avec l'audace légendaire qu'on leur connaît, ils ont osé nous dire « Cette fois-ci, on a changé et on voudrait que ça se passe bien entre nous. » Rien que ça. Rien que ça. Complément d'enquête, mes amis, c'est cette même équipe militante qui a renoncé à diffuser une enquête sur Rachida Dati et sur Gabriel Attal pendant la campagne électorale, comme par hasard 2 membres du gouvernement. Traquer le Rassemblement national, épargner le gouvernement, c'est sans doute cela, la neutralité du service public. S'en prendre au premier parti d'opposition avec les moyens du service public payés par vos impôts, c'est cela la conception de l'indépendance. Mais au fond, mes amis, plus ils nous ciblent, plus les Français s'indignent et se mobilisent. Alors, je vais leur dire, faites un 2e complément d'enquête, faites un 3e complément d'enquête, faites un 4e complément d'enquête et on diffusera même les extraits dans nos meetings. Et je les salue bien respectueusement. Épisode numéro 2. J'en ai 3. Épisode numéro 2, mes amis, c'est la charge d'associations pro-migrants d'extrême gauche contre notre 3e de liste, Fabrice Leggeri, au motif qu'il aurait, comme responsable des frontières européennes, renvoyé des bateaux de migrants. Ces officines d'extrême gauche, mes amis, reprochent en fait à Fabrice Leggeri d'avoir fait son travail. Ils lui reprochent d'avoir tenté de lutter contre l'immigration clandestine et en somme d'avoir refusé la ruée vers l'Europe lorsqu'il était à la tête de Frontex. Ils lui reprochent d'avoir protégé les frontières du continent européen avec des accusations tellement indignes que la pudeur m'empêche de les répéter ici. Mes amis, le crime de Fabrice Leggeri aux yeux de la gauche, c'est en fait d'être un patriote. C'est de s'être levé contre l'immigration massive qui menace notre identité, notre sécurité et notre art de vivre. Voilà ce que l'extrême gauche intolérante ne pardonne pas à un grand serviteur de l'État et aux patriotes que nous sommes. Vous pouvez applaudir Fabrice Leggeri pour son courage. Nous sommes très fiers de t'avoir à nos côtés, mon cher Fabrice. Pendant des années, cette gauche, mes amis, avec tous ses relais, a minimisé les sentiments du peuple français face à l'immigration de masse. Elle a confisqué sa parole. Désormais, elle voudrait interdire aux Français de penser ce qu'ils pensent, de voir ce qu'ils voient, en voulant criminaliser leurs ressentis et leurs souffrances. Aucun Français n'est dupe, mes amis, de cet acharnement, certainement pas vous, je le crois, et je vais vous le dire,
la censure et la calomnie sont en fait les armes de ceux qui ont déjà perdu. Alors je tiens à rassurer l'extrême gauche, comptez sur nous pour ne jamais renoncer, comptez sur nous pour ne jamais nous laisser intimider. Épisode numéro 3. Épisode numéro 3, Emmanuel Macron entre enfin dans l'arène. En nous désignant comme son principal adversaire, en donnant le top départ de sa campagne, il pose les bases d'une confrontation démocratique au fond assez saine entre deux blocs. Désormais, les choses sont claires et j'espère que le débat de demain soir sera là pour le montrer. C'est leur bilan contre notre projet. Le président de la République, mes amis, a déclaré, je cite, ouvrez les guillemets, « Bardella est un rentier du silence. Il faut le pousser à sortir de ses ambiguïtés. » Et il poursuit, « Le Rassemblement national ne parle de rien et ne propose rien. » Eh bien, parlons du quotidien des Français et débattons maintenant du destin de la France. Sans caricature, sans prêt-à-penser, sans attaque sous la ceinture, nous sommes prêts à débattre du fond. Quelles idées ? Si, il fait, mais dans le mauvais sens. Mais... Une question très simple. Quelles idées deviennent aujourd'hui majoritaires dans le pays et dans le débat public ? Celles d'Emmanuel Macron en 2017 ou celles qui ont toujours été portées par Marine Le Pen et par notre famille politique ? Qui a imposé dans le débat public la question du pouvoir d'achat ? Qui a imposé dans le débat public les conséquences désastreuses de l'immigration de masse, sujet absolument tabou il y a quelques années encore ? Qui a imposé dans le débat public les notions primordiales d'identité et de souveraineté, au point qu'Emmanuel Macron lui-même vienne à concéder, ouvrez les guillemets, ce concept qui paraissait étrange de souveraineté s'est imposé. Grâce à qui ? Alors attendez, parce qu'il fait très chaud. Merci. Bon, ça va. Et vous voyez que nous, on ne retourne pas notre veste au RN, on l'enlève. Qui a porté dans le débat public depuis tant d'années le cri des agriculteurs qui ne veulent pas mourir ? Qui, à part nous ? C'est ici, en région Occitanie, que la révolte agricole est partie. Votre région, mes amis, fut le foyer d'une colère qui a secoué la France et qui a mis nos dirigeants en face de leurs responsabilités. Pendant des années, t'as ton fan club. Pendant des années, au Parlement européen, nous avons alerté sur les dangers de la décroissance agricole portée par l'Europe de Macron. Nous avions mis en garde sur les contraintes insupportables et irréalistes qu'il faisait peser sur nos agriculteurs. Contre le mépris exprimé par des élites parisiennes et bruxelloises à l'encontre de la France rurale, nous seuls, mes amis, nous seuls avons défendu l'exception agricole française fragilisée par l'écologie punitive et la concurrence déloyale. Nous seuls et personne d'autre. La crise agricole a confirmé toutes nos alertes et toutes nos analyses. Elle a mis au jour l'injustice vécue par nos agriculteurs
et alors qu'ils ne comptent pas leurs heures, alors qu'ils ont pour mission vitale de nourrir la France, ils n'arrivent plus à vivre décemment de leur travail. L'agriculture n'est pas et ne peut être une marchandise comme une autre. Et nos agriculteurs ne peuvent pas être une simple variable d'ajustement de la mondialisation. Ils ont façonné la France, modelé nos paysages, garanti les goûts de notre gastronomie en France comme partout dans le monde. Leurs produits et grâce à eux, leurs produits sont les meilleurs au monde. Ils sont notre identité française, notre patrimoine et les garants d'une culture nationale. Par conséquent, ils ont le droit à des revenus décents, à la garantie du travail qui rémunère et par-dessus tout, à la dignité de ceux qui travaillent dur. Depuis le déclenchement de cette crise inédite dans l'histoire récente de la France, qu'est-ce qui a changé pour nos agriculteurs? Réunion d'urgence en meeting de crise, de grands discours, de la dernière chance en promesse d'annonce par Gabriel Attal, qu'est-ce qui a changé fondamentalement pour nos agriculteurs depuis? Rien. En vérité, on n'efface pas des années d'erreur en quelques jours de parole. Les agriculteurs, comme l'ensemble des Français, ne veulent plus se payer de mots et encore moins des grands mots vides du macronisme. Ils veulent des actes. Ils veulent des actes, alors nous agirons. Nous agirons en faveur du patriotisme économique pour permettre aux cantines et aux services publics de se fournir prioritairement en produits français. Bruxelles l'interdit, nous changerons les règles du jeu. Nous agirons contre la concurrence déloyale de produits venus du bout du monde qui ne respectent aucune norme qu'on impose à nos producteurs. Rétablir la réciprocité dans les accords commerciaux, c'est préserver la valeur du travail fourni par nos agriculteurs. Bruxelles l'interdit, nous mettrons en œuvre une préférence agriculturelle française. Parce que cela signifierait, pardonnez-moi, la ruine de l'agriculture française, nous refuserons tout élargissement de l'Union européenne, de l'Ukraine aux Balkans. Mes amis, qui dans cette campagne porte les attentes et les espoirs de la France du travail? Qui a défendu nos travailleurs et nos entreprises face à la mondialisation sauvage? À l'approche du scrutin, tous, Marine l'a rappelé, évoquent désormais les mesures que nous proposons depuis des années. La souveraineté, la sobriété normative, la réindustrialisation, la préférence locale et bien sûr la protection face à la concurrence déloyale. Quand l'Union européenne assomme de normes nos producteurs et nos entreprises, elle trahit le travail comme valeur de civilisation et comme creuset de toutes les sociétés qui réussissent. C'est par la seule force du travail, c'est par leur ingéniosité, c'est par leur esprit d'entreprendre que les Français et les Européens ont bâti la prospérité d'une civilisation millénaire. C'est en leur permettant la liberté de travailler, d'inventer, d'embaucher, en simplifiant les normes, en allégeant les directives, que nous rétablirons les conditions de cette prospérité. Quand l'Union européenne laisse les produits chinois envahir nos marchés sans réagir, elle met en danger nos entreprises, nos savoir-faire et bien sûr nos emplois. Quand par exemple, les États-Unis appliquent des droits de douane à près de 30% sur les véhicules chinois, les Américains protègent les industries et soutiennent massivement leurs fleurons nationaux. Pourquoi serions-nous les seuls au monde à faire preuve d'une telle naïveté? Le marché unique européen pèse 440 millions de consommateurs. Nous avons par conséquent la capacité de faire respecter nos exigences sociales, sanitaires, environnementales, de protéger nos filières stratégiques et de relocaliser la production. À quoi sert l'Europe si elle n'utilise pas sa taille critique pour faire face aux guerres économiques? Nous défendrons, mes amis, la priorité nationale et la préférence européenne dans la commande publique pour avantager nos entreprises et donc nos travailleurs. Le principe est simple, vous produisez en France, vous créez de l'emploi en France, vous serez donc prioritaire dans les marchés publics français.
Sur le pouvoir d'achat, mes amis, là encore, nous agirons en rendant aux Français les fruits de leur travail. Quand l'Europe de Macron laisse les prix de l'énergie exploser et engloutir vos salaires, elle réduit la valeur de vos efforts et transforme notre société en désert industriel. Se met-il simplement une fois à la place d'un boulanger, d'un commerçant, d'un artisan, d'un agriculteur, d'un petit patron qui voit ses factures être multipliées par 2, 3, 4, 5 et parfois plus. Les règles absurdes de fixation des prix de l'électricité au niveau européen auxquelles se soumet M. Macron constituent une spoliation de notre système énergétique qui fut pourtant, vous vous en souvenez, l'un des plus enviés au monde. Par conséquent, nous agirons. Nous rendrons à la France sa souveraineté énergétique en renant avec un prix français de l'électricité et en réattribuant aux Français les bénéfices du parc nucléaire qu'ils ont eux-mêmes financé. C'est bon pour les factures, c'est bon pour l'environnement et surtout, ce n'est que justice. Allez, mes amis, enchaînons puisqu'Emmanuel Macron nous accuse de ne rien dire. Continuons sur le thème de l'ERN Monde car il ne dit rien. Si nous n'avions pas fait du défi migratoire l'un des grands enjeux de cette élection, qui l'aurait fait ? L'Europe de Macron a fait le choix de la répartition obligatoire des migrants dans nos villes et dans nos villages sous la menace de sanctions financières très lourdes. Leur logique est simple, c'est la submersion obligatoire ou la punition financière. Notre logique à nous ne souffre non plus d'aucune ambiguïté à l'heure où des millions de Français ne reconnaissent plus la France dans laquelle ils ont grandi. Nous agirons pour défendre l'identité de la France et pour protéger celle de l'Europe. Nous maîtriserons les frontières nationales et européennes. Aux mafias de passeurs, mes amis, qui organisent les trafics d'êtres humains, aux ONG immigrationnistes et bien sûr à ceux qui seraient tentés de venir chez nous sans y avoir été conviés, nous répondons simplement que chaque bateau qui accostera sur notre territoire sera mis en sécurité et raccompagné systématiquement dans son port d'origine. En vérité, on ne peut pas se défendre des périls dont on nie l'existence et pour les macronistes, vous le savez, le défi migratoire n'en est pas un. Il y a quelques mois à peine, Gabriel Attal réfutait dans une émission de radio sur le service public tout lien entre le terrorisme et l'immigration. Ça n'a aucun rapport, ça n'a rien à voir. Les macronistes ne voient pas non plus le lien entre l'explosion de l'insécurité et leur politique migratoire, de la même manière qu'ils refusent de s'attaquer au tabou de l'immigration de guichet social qui coûte une fortune aux contribuables et aux comptes publics. À l'heure où faire des économies est sur toutes les bouches, nous agirons en restreignant les aides sociales aux seules familles françaises. En réalité, ils sont sur ce sujet, comme sur beaucoup d'autres, d'une totale incohérence. Et c'est un point très important que je tiens à souligner. Les macronistes prétendent défendre les valeurs démocratiques et libérales de l'Europe, soit, mais laissent en même temps progresser dans notre pays un islamisme conquérant qui menace d'effacer nos libertés et par-dessus tout d'imposer ses propres interdits. Ils prétendent défendre la civilité française et européenne, mais laissent entrer chez nous des prédateurs pour qui la femme est souvent considérée comme un objet. Alors, nous agirons sur ce point aussi, en rappelant à tous un principe simple que nous ferons respecter par la force des lois. En France, on respecte les femmes. En France, la femme est libre. En France, les femmes ont le droit de se vêtir comme elles l'entendent, et cela partout sur notre territoire. Nous agirons
en expulsant systématiquement les criminels, délinquants, mais aussi les islamistes étrangers qui constituent une menace pour la sécurité nationale. Vous l'avez compris, mes amis, ces élections européennes seront aussi un grand référendum pour ou contre l'immigration massive. Cette consultation, pourtant si légitime, que le pouvoir refuse d'organiser. Mes amis, si nous n'étions pas dans cette campagne, si Marine Le Pen n'était pas là, qui parlerait de la France ? Qui parlerait des Français si nous n'étions pas dans cette élection ? Qui parlerait du rôle essentiel de la nation ? Nous sommes les seuls, mes amis, à avoir mis dans le débat public cette question de l'identité, de la culture et au fond cette question si vitale de l'âme française. Le 9 juin sera un vote de civilisation. Il s'agira de dire ce que nous sommes. Il s'agira de dire ce que nous voulons rester au XXIe siècle, les valeurs auxquelles nous tenons et bien sûr les fidélités dans lesquelles nous inscrivons notre avenir. Il s'agira de dire si nous voulons encore de la souveraineté nationale ou s'il faut accepter la dilution que prépare Emmanuel Macron et ses amis. Dans tous les scrutins qui ont rythmé les moments les plus importants de la démocratie française, il n'y a jamais eu de sujet plus central que celui de la France. Ce qui va se jouer dans 40 jours, c'est à la fois la place de la France en Europe et par conséquent la place de l'Europe dans le monde. Voulons-nous que la France défende enfin ses intérêts ou voulons-nous qu'elle continue à tout céder par renoncement, par impuissance, par fatigue ? Voulons-nous une France au premier rang, dont la voix porte partout sur le continent ? Ou voulons-nous d'une France rendue muette par la démission et pire parfois par la désertion ? Voulons-nous d'une Europe qui tourne le dos aux nations qui la composent, alors qu'elle en fut le berceau ? On ne peut faire l'Europe sans les nations. On ne peut faire, par définition, l'Europe sans la France, parce qu'elle est un État fondateur de l'Europe, parce qu'elle est le deuxième pays contributeur net au pot commun de l'Union européenne. Or, le grand saut fédéral, mes amis, voulu par les macronistes dans cette élection, c'est concrètement la dilution de notre souveraineté et c'est par conséquent le grand saut dans l'inconnu. Quand Emmanuel Macron s'en remet à l'Europe, ce n'est pas pour faire valoir les intérêts de la France ou la vision française de l'Europe. C'est pour confier à d'autres que lui le soin d'écrire à votre place le destin de la France. Il s'en remet à l'Europe en lui confiant la charge de gouverner la France, de prendre les décisions à la place du peuple de France. Le débat sur la diplomatie européenne ou sur le partage de notre dissuasion nucléaire est à ce titre d'une gravité exceptionnelle. Consentir à une défense européenne et par conséquent à l'abandon du droit de veto dont dispose la France au Conseil, c'est-à-dire le droit de dire un non, reviendrait à priver notre nation d'attributs indispensables à l'exercice de sa souveraineté. Ce serait remettre le cœur de la France dans les mains de la Commission de Bruxelles. Si nous acceptons volontiers les coopérations entre États autour de nos intérêts, de nos intelligences et de nos talents sur de grands projets d'avenir, nous ne pouvons accepter que la France soit dépouillée des attributs de sa souveraineté, dépossédée de sa puissance et que des hauts fonctionnaires non élus à Bruxelles commandent à la place de la démocratie française. Mes chers amis, pour conclure, la France nous convoque et il nous faut répondre à son appel. Quand tout bascule, quand notre pays fait face à des épreuves qui paraissent insurmontables, il y a toujours eu dans l'histoire des Français pour se lever et pour se battre. Qu'ils soient des anonymes, issus des profondeurs du peuple de France, riches de leur seul patriotisme, ou des personnalités politiques engagées qui refusent le déclin, le conformisme, le « à quoi bon ». Il y a plus de 600 ans, quand le royaume de France risquait la disparition, un miracle français s'est produit. Une humble fille de France s'est levée contre la fatalité. Cette humble fille de France
s'appelait Jeanne. Elle incarnait à elle seule la petite fille de France dont parlait Péguy. Son courage et sa foi ont convaincu d'autres Français de se joindre à elle, dans une épopée qui pourtant semblait perdue d'avance, mais qui a marqué le début d'un sursaut vital pour la France. Comme l'écrira Michelet, une enfant de 12 ans, une toute jeune fille, confondant la voix du cœur et la voix du ciel, conçoit l'idée étrange, improbable, absurde si l'on veut d'exécuter la chose que les hommes ne peuvent plus faire, sauver son pays. Ainsi parlait ce grand historien français sur l'une des plus belles figures de notre histoire. La ressemblance de ce passage de l'histoire de France, mes chers amis, c'est sans doute que le miracle français viendra du peuple. C'est vous qui avez dans vos mains le pouvoir des redressements et le pouvoir des commencements. C'est vous qui avez dans vos mains le destin du pays et le destin de nos enfants. Quand le pays court le risque de l'abîme, le devoir impérieux de chaque Française et de chaque Français est de se rassembler derrière ceux qui portent l'ambition de le sauver. Quand le pays court le risque de l'abîme, aucun Français, mes amis, n'a le droit de détourner le regard. Face à l'urgence de la situation du pays, face aux grandes menaces et aux grands défis de notre temps, j'appelle donc tous les Français à se rassembler pour agir, pour voter, d'où qu'ils viennent et quel que fût leur choix politique passé. Je veux parler à ces Français aussi qui ont le cœur à gauche, ou qui ont eu le cœur à gauche pendant longtemps et qui désespèrent de voir la gauche perdre sa boussole républicaine, sombrer dans le pire des excès, constater un Jean-Luc Mélenchon outrancier, devenu un ingénieur du chaos et qui savent que Raphaël Glucksmann est l'arbre qui cache la NUPES. Au patriotisme, la gauche actuelle préfère hurler aux côtés de ceux qui portent la haine de la France en bandoulière et qui mettent en accusation permanente nos valeurs et nos institutions. Cette gauche-là, mes amis, qui fait beaucoup de mal à notre pays, préfère la bande de Gaza au destin de la France. Elle préfère Assa Traoré à Mila et elle a délibérément choisi les islamistes à la République. À ces Français attachés à la laïcité et soucieux de la justice, cet appel au rassemblement que je vous lance aujourd'hui s'adresse aussi à vous. Je voudrais parler à ces électeurs de la droite, orphelins d'un leader, d'un projet, d'une espérance. La droite française a peu à peu cédé devant les pressions politiques et psychologiques imposées tant par les médias que par la gauche. Français ayant le cœur à droite, vous êtes attachés au travail, au mérite, à l'autorité, à l'ordre, à une certaine idée de la France. Alors regardez qui a repris le flambeau. Rejoignez-nous. Rejoignez-nous dans cette belle aventure sans cesse renouvelée qui porte le beau nom de France. Je voudrais dire aux électeurs d'Éric Zemmour, qui craignent, comme nous, la fin de la France. De bonne foi, Éric Zemmour vous a promis l'union, mais c'est nous qui rassemblons. Dans cette course contre le temps où les tempêtes menacent, je crois que vous avez le devoir de choisir ceux qui peuvent l'emporter. La France n'a plus le temps de regarder ses voix patriotes se disperser. Vous craignez la submersion migratoire, alors votez pour ceux qui peuvent l'arrêter. Vous craignez pour le suicide français, alors votez pour ceux qui peuvent renouer avec le destin français. Venez à nos côtés, choisissez ceux qui peuvent agir, je vous tends la main. À tous les Français, je veux dire que l'union ne fait pas simplement la force, je veux leur dire que l'union fait la France.
Enfin, mes amis, et cela relève de l'évidence, je veux m'adresser aux électeurs de Marine Le Pen. Je veux m'adresser à vous. Je veux m'adresser à tous ceux qui, depuis longtemps, comme vous, mes amis, ont spontanément le réflexe patriote. À vous dont la loyauté, la fidélité et le courage avant-coureur ont tracé le chemin d'un sursaut national, je veux vous faire une promesse, la victoire n'est plus très loin. Si vous le décidez, mes amis, ce 9 juin peut marquer un nouveau départ pour la France et un nouvel élan pour l'Europe dans la fidélité à l'histoire. Personne, pas même la Commission de Bruxelles, ne peut imposer à la France sa conduite ni écrire pour elle son destin. Quand la France parle, l'Europe doit écouter. C'est cette vérité simple que vous devrez rappeler dans les urnes le 9 juin prochain. Dans cette bataille pour l'âme de la France, et donc pour l'avenir de l'Europe, faites votre devoir. Faites votre devoir de patriote en allant voter. Françaises, Français, je vous appelle au vote de fierté. Je vous appelle au vote de dignité. Je vous appelle au vote du sursaut. Ce que les Français ne feront pas aujourd'hui, demain, pour la France, nul ne le fera à leur place. Alors ne cédez rien, ne lâchez rien, jusqu'au bout. Nous avons 40 jours pour mobiliser, 40 jours pour faire la décision, 40 jours pour bâtir la plus belle des espérances, 40 jours pour faire du 9 juin une date qui entrera dans l'histoire. Vous n'aurez qu'un seul jour, qu'un seul tour et qu'un seul vote pour affirmer que la France revient. L'histoire nous rassure, le présent nous alerte, l'avenir nous attend. Vive la République et vive la France! Épisode 4. Mes chers amis, avant d'entonner notre hymne national, il me revient, cette fois-ci c'est mon tour, la responsabilité éminente de vous présenter les 35 premiers noms de la liste qui m'entourent et qui portera notre combat. Je les souhaite les plus nombreux possibles lors des 5 prochaines années au Parlement européen de Bruxelles et de Strasbourg. Cette équipe... Mais non, Barthès, il est député. Cette équipe, mes amis, je l'ai voulue à l'image de ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Une force de gouvernement compétente, capable et prête à mettre son énergie et ses talents au service du redressement de la France. Elle compte en son sein des visages que vous connaissez, d'autres que vous allez découvrir. À ces visages que vous allez découvrir, je tiens à vous dire qu'ils ont toute ma confiance et je vous demande de leur réserver, comme à l'ensemble de ce futur groupe de parlementaires européens, l'accueil et la bienveillance que chacun d'eux mérite. Alors, sans plus attendre, mes amis, de la 35e à la première place, je vous propose de les découvrir. J'appelle en 35e position Andrea Cotarac, président du groupe RN au Conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes.
Numéro 34, j'appelle Éléonore Bèze, conseillère régionale des Bouches-du-Rhône. Numéro 33, j'appelle le directeur de campagne de Marine Le Pen lors de la présidentielle, Christophe Bay. Numéro 32, chef d'entreprise, elle nous vient de Charente-Maritime, Séverine Verbroek. Numéro 31, j'appelle notre responsable des Outre-mer, André Rouget. Numéro 30, elle mène la bataille pour sauver notre pêche française, j'appelle France Jamais. Numéro 29, nous avons collé nos premières affiches ensemble. J'appelle notre porte-parole Gaëtan Dussaucet. Numéro 28, elle est notre responsable de la Sarthe et partira à la conquête de l'Ouest. J'appelle Angéline Furet. Il joue à domicile. J'appelle en 27e position Julien Bernardelli. En 26e position, elle est avocate du Gard et a défendu avec brio notre maire Julien Sanchez. J'appelle Sylvie Josserand. En 25e position, il est haut fonctionnaire, serviteur de l'État et membre des Horaces. Nos précieux accompagnants dans la victoire présidentielle, j'appelle Pierre Papy. Elle ne peut pas être parmi nous retenue en Corse pour des soucis de santé, mais elle représentera la Corse, Nathalie Antona. Il est notre directeur national du RNJ. J'appelle Pierre-Romain Thionnet. Elle est la voix de la Savoie au Parlement européen. J'appelle Marie Dauchy. Numéro 21 pour la Guadeloupe. J'appelle Rodi Tolassi. Elle est conseillère régionale de Saône-et-Loire, agricultrice et portera la voix de la ruralité à Bruxelles. J'appelle Valérie Deloge en 20e position. Attendez. Il est notre président de groupe en région Centre-Val de Loire, Alexandre Nicolic. Elle est un produit de la méritocratie républicaine et ludironde. J'appelle Julie Rochagneux. Bon. Il joue un peu à domicile. J'appelle Julien Sanchez, le maire de Beaucaire, 17e position. En 16e position, elle est juriste. Elle joue à domicile quand on est à Strasbourg. J'appelle Virginie Joron. Il est celui qui organise les élections et qui le fait avec un certain talent. J'appelle notre directeur général, Gilles Penel. Elle est presque plus connue que moi au sein du Rassemblement national. J'appelle notre députée européenne, Catherine Griset.
Il est avocat. Il a été député européen du mouvement de Philippe de Villiers. Nous le connaissons bien, il nous rejoint désormais sur le premier plan. Alexandre Varron. Elle est infirmière urgentiste et portera la voix de la Réunion. J'appelle Marie-Luce Brasier. Il est le conseiller spécial de Marine Le Pen, parfois un peu le mien. Il est député européen sortant. J'appelle Philippe Ollivier. Elle a choisi courageusement de nous rejoindre. Elle est magistrate en première ligne face à l'insécurité et l'immigration incontrôlée. J'appelle Pascal Pierrat. Il a été ministre de Nicolas Sarkozy. Il a porté nos espoirs en PACA. J'appelle Thierry Mariani. Elle ne peut malheureusement pas être parmi nous parce qu'elle va bientôt accoucher. Et je vous demande de l'applaudir très fort. J'appelle Anne-Sophie Frigou. Il a fait le choix de nous rejoindre. Mathieu. Pas besoin de le présenter. Elle est une élue locale du Nord. Elle est commerçante. Mélanie Didier. Ça commence à se resserrer. Il est magistrat. Président du groupe RN au Parlement européen, j'appelle l'excellent Jean-Paul Garot. Elle est députée européenne sortante et je lui dois beaucoup. J'appelle Mathilde Androuet. Il est le cauchemar de l'extrême gauche et des ONG pro-migrants. Il est un grand préfet français, un serviteur de l'État et il nous a fait l'honneur de nous rejoindre. J'appelle Fabrice Leggeri. Elle est essayiste, intellectuelle, amoureuse de la France. Je la remercie pour son soutien et son engagement. J'appelle Malika Sorel. Il est en première position